J'ai déjà présenté plusieurs créatures très étranges sur cette chaîne, mais le Nuka-Lavi, lui, joue clairement dans une autre catégorie. Issu du folklore écossais, c'est probablement l'une des entités les plus terrifiantes jamais imaginées. Son apparence seule est pour le moins cauchemardesque. C'est un peu comme si on avait fusionné un cheval monstrueux, un torse humain dépourvu de peau, une sorte de centaure démoniaque, tout droit sorti d'un film d'horreur. Et pourtant, ce n'est même pas ce qu'il y a de plus inquiétant. Là où il passe, il apporte avec lui la maladie, la destruction et la mort. Pas étonnant qu'il soit considéré comme l'une des créatures, si ce n'est la créature la plus redoutée des légendes écossaises. Aujourd'hui, je vous propose donc de remonter ensemble jusqu'aux premières légendes des Orcades pour mieux comprendre comment cette entité est apparue pour la toute première fois et comment son mythe a évolué au fil des siècles. Alors sans plus attendre, plongeons tout de suite dans les origines du Nuka-Lavi. Avant de parler directement des origines du Nuka-Lavi, il faut connaître un peu l'histoire des Orcades, parce que ces îles au nord de l'Écosse possèdent une histoire unique et étonnamment complexe, qui a profondément marqué leur mythe. En réalité, les Orcades, tout comme les îles Shetland, plus au nord, ne font partie de l'Écosse que depuis 1472, lorsqu'elles furent données en dot après le mariage du roi d'Écosse Jacques III avec Marguerite de Danemark, fille du roi Christian Ier de Danemark et de Norvège. Jusqu'à cette date, les Orcades et les Shetland étaient gouvernés par les Scandinaves venus de Norvège, ainsi que leurs descendants. Mais les Orcades avaient également connu la présence de peuples pictes bien avant l'arrivée des Vikings, puis de colons écossais des Lowlands au fil des siècles. Tout ça a créé un mélange culturel absolument unique dans le nord de l'Atlantique. L'entrelacement de toutes ces cultures a donné naissance à des histoires très étranges en raison des croyances hybrides, et parmi elles, l'une des créatures les plus terrifiantes du folklore nordique écossais était née, le Nuka-Lavi. Pour certains folkloristes, les origines de ce monstre sont donc profondément ancrées dans l'ancienne relation spirituelle que ces anciens peuples entretenaient avec les chevaux. Les chevaux étaient des animaux sacrés, aussi bien dans la mythologie nordique que dans les croyances celtiques. Dans la mythologie nordique, par exemple, on retrouve Sleipnir, le cheval à 8 jambes d'Odin, capable de voyager aussi bien dans le monde des vivants que dans celui des morts. La déesse des morts, Hel, possédait également une monture funeste appelée le Helhest, un cheval à 3 pattes associé à la maladie, à la peste et à la mort. Dans la mythologie celtique, les chevaux sont tout aussi ambivalents. Les légendes écossaises parlent notamment du Kelpie, dont j'ai déjà parlé auparavant dans une autre vidéo. Le Kelpie est une créature sournoise qui vit dans les lochs écossais et qui attire les voyageurs imprudents avant de les noyer. Le Nuka-Lavi fait donc partie de cette même famille de créatures équines dangereuses, mais il en représente la forme la plus extrême, la plus déformée, comme si l'imaginaire populaire avait poussé l'idée du cheval maléfique jusqu'à son point de rupture. Là où le Kelpie peut encore prendre une apparence séduisante ou humaine, et même aider certaines personnes en détresse dans de rares occasions, le Nuka-Lavi, lui, abandonne toute illusion. Il n'est que haine, maladie et destruction. Et justement, la description physique de la créature ne nous ment pas. On sait très bien à quoi s'attendre lorsqu'on jette un coup d'œil au monstre. En raison de la grande diversité des récits populaires et les traditions orales, l'apparence du Nuka-Lavi varie énormément d'un conte à l'autre. Chacun avait sa petite variante, son détail terrifiant qui lui appartenait. Mais le folkloriste Walter Traill Dennison, à la fin du 19e siècle, a laissé une description particulièrement graphique qui s'est imposée comme la version de référence. Il mentionnait que certains croyaient que le cavalier et le cheval ne formaient en réalité qu'un seul être, et que c'était là la véritable forme du monstre. La tête du Nuka-Lavi ressemblait à celle d'un homme, mais 10 fois plus grosse, avec une bouche qui ressortait, comme celle d'un porc, démesurément large. Il n'y avait pas un seul poil sur son corps, pour la simple et bonne raison qu'il n'avait pas de peau. Toute la surface de la créature ressemblait à de la chair vive, sanguinolente, comme si on venait de l'écorcher. On pouvait même voir le sang noir circuler dans ses veines, et chaque mouvement révélait les tendons blanchâtres qui ondulaient sous la chair lorsque le monstre se déplaçait. Parfois, on décrivait aussi la partie équine de la créature comme un énorme cheval difforme à l'œil unique, avec des nageoires pendantes le long des jambes et une gueule béante aussi large que celle d'une baleine, d'où sortait un souffle immonde et brûlant. Sur ce cheval semblait pousser, littéralement, le torse d'un homme gigantesque, dépourvu de jambes, dont les bras pendaient presque jusqu'au sol.
Sa tête, énorme, roulait d'une épaule à l'autre, comme si elle menaçait de tomber à chaque instant. En somme, peu importe la variante, nous parlons ici d'une créature tout droit sortie d'un cauchemar et dont l'existence même semblait destinée à glacer le sang de quiconque croisait sa route. Quand on s'intéresse de plus près au Nuka-Lavie, on découvre aussi très vite qu'il ne s'agit pas simplement d'un monstre perdu dans les brumes des Orcades, c'est une créature qui possède aussi ses propres habitudes, ses propres cycles, et surtout une façon de chasser les êtres vivants qui ne ressemble à aucun autre monstre du folklore nordique ou celtique. Les habitants des Orcades racontaient que le Nuka-Lavie vivait sous les eaux sombres et glacées qui entourent leurs îles. C'était son domaine, son antre maudit. Mais contrairement à d'autres créatures marines de la région, il ne restait jamais bien longtemps dans les profondeurs. Dès que les vents froids de l'hiver commençaient à souffler, il quittait la mer et se mettait à rôder sur la terre ferme. On disait qu'il détestait la chaleur et que, lorsque le soleil revenait, il se retirait aussitôt dans l'océan, d'où il ressortait encore plus furieux à l'automne suivant, lorsque le froid s'installait à nouveau. Heureusement, il existait une force capable de le contenir, ce que les habitants des Orcades appelaient la Sea Mither, une entité mythique qui règne sur la mer pendant les mois chauds. C'est elle qui, selon la tradition, maintenait le Nuka-Lavie prisonnier dans les profondeurs de l'océan. À chaque printemps, la Sea Mither livrait un combat féroce contre son ennemi juré, le dieu marin Terran, incarnation de l'hiver, du froid et esprit redoutable capable de déclencher les pires tempêtes hivernales. Cette bataille déterminait qui contrôlerait la mer et le climat pour la saison à venir. Finalement, la Sea Mither finissait toujours par triompher. Elle repoussait Terran dans les abysses, exactement comme elle le faisait avec le Nuka-Lavie. Mais ce triomphe avait un prix. L'effort nécessaire pour maintenir ses forces malveillantes confinées dans les abysses, combiné à toutes les tâches bienveillantes qu'elle accomplissait durant l'été, l'épuisait peu à peu. Et lorsque l'automne arrivait, affaiblie, elle ne parvenait plus à contenir Terran. Celui-ci profitait de sa faiblesse pour reprendre le contrôle de la mer et ramener l'hiver jusqu'à ce que le cycle recommence au printemps suivant. Les histoires de la Sea Mither, du Nuka-Lavie et de Terran comptent parmi les plus anciennes légendes des Orcades et ont sans doute été créées pour expliquer les caprices du climat et d'autres phénomènes naturels. Dans les Shetland, les pêcheurs invoquaient même le nom de la Sea Mither afin qu'elle les protège du diable. Il existait aussi une autre façon de se protéger contre le Nuka-Lavie, et qui était à la portée de tous, une barrière naturelle capable de l'arrêter, l'eau douce. Pour une raison que personne ne semble comprendre, le Nuka-Lavie ne pouvait pas franchir un ruisseau, ni même approcher un loch sans se tordre de rage et s'arrêter net. C'était la seule échappatoire connue, un simple filet d'eau pouvait donc faire la différence entre la vie et la mort pour une personne qui se retrouvait face à face avec lui en pleine nuit. Et des façons de se protéger contre ce monstre, il en fallait, car la créature n'avait aucun objectif, aucune pulsion, aucun instinct, si ce n'est la destruction et la haine pure envers les êtres humains. Le Nuka-Lavie n'attaquait pas pour se nourrir, il n'avait rien d'un animal prédateur, c'était tout simplement une force de destruction et de malveillance brute, qui déversait sa colère sur tout ce qui se trouvait sur son chemin. Son souffle brûlant était tellement toxique qu'il pouvait infecter des troupeaux entiers et leur transmettre ce que les habitants appelaient la meurine, cette peste bovine qui frappait parfois les Orcades pendant les périodes de chaleur. Les paysans disaient que lorsque le Nuka-Lavie galopait à travers les champs, les récoltes se fanaient derrière lui, les herbes jaunissaient et l'air lui-même semblait se dessécher. Pour les habitants de l'île, quasiment tous les fléaux, donc la sécheresse, les vents brûlants, les maladies mystérieuses, étaient attribués au passage de ce démon sans peau. Il ne se contentait pas de tuer, il anéantissait tout ce qui donnait vie, ne laissant derrière lui qu'un paysage ravagé. La nuit, il était connu pour surgir, sans prévenir sur les landes, poursuivant les voyageurs solitaires avec une férocité presque joyeuse. Il accélérait derrière eux, ses bras démesurés battant l'air, tandis que ses sabots martelaient le sol. Il ne cherchait pas forcément à les dévorer, il voulait les épuiser ou les pousser à commettre un geste désespéré. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui tentaient de lui échapper finissaient par courir vers la mer ou vers un ravin sans même regarder où ils mettaient les pieds, simplement pour échapper aux centaures écorchés qui fonçaient droit sur eux. Un seul homme, selon les légendes, réussit à s'échapper, un certain Tamas qui sauva sa vie en sautant au-dessus d'un simple ruisseau. Le monstre dut s'arrêter net, hurlant de rage, incapable de franchir la moindre goutte d'eau douce.
Ce récit a traversé les générations comme le seul rappel que même la créature la plus effroyable possède, quelque part, un point faible. De nos jours, en Écosse, le mythe du Nuckelavee conserve une présence notable dans la culture folklorique, littéraire et artistique, en particulier dans les Orcades, où il est toujours évoqué comme l'un des démons marins emblématiques du patrimoine insulaire. Sur le plan littéraire, l'une des représentations les plus marquantes se trouve dans The Scottish Bestiary, un ouvrage de 1986 qui combine 20 lithographies d'artistes écossais avec des textes en prose et en poésie de l'écrivain orcadien George Mackay Brown. Dans ce livre, le Nuckelavee est mis en scène comme une créature surnaturelle terrifiante, et le poème de Mackay Brown s'inspire directement des récits orcadiens traditionnels, relatant des rencontres avec cette entité. Dans le manga One Piece, certaines théories suggèrent même que l'un des membres du Gorosei présente une silhouette et une fusion homme-cheval qui rappellent étrangement le Nuckelavee écossais. Bref, tout ça pour dire que ce monstre emblématique du folklore des Orcades continue aujourd'hui d'alimenter l'imaginaire moderne et bénéficie d'un regain d'intérêt dans la culture populaire bien au-delà de l'Écosse. D'ailleurs, connaissiez-vous cette créature avant cette vidéo ? Si oui, dites-nous dans les commentaires où vous en aviez entendu parler ou si vous la découvrez pour la toute première fois aujourd'hui. Alors voilà, c'est ce qui conclut la vidéo sur le Nuckelavee. Merci tout le monde pour votre soutien et j'espère que cette plongée dans les légendes écossaises vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si c'est le cas et si vous avez d'autres suggestions pour de futures vidéos, faites-le moi savoir. Merci encore tout le monde et à très bientôt.